Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition des conversations de recherche. Donc, ce sont les webinaires organisés par le département de la recherche de l'Agence française de développement, où sont présentés et discutés les travaux de nos partenaires académiques. Je m'appelle Sarah Botton, je travaille au sein du pôle gouvernance commun et territoire au sein du département, aux côtés notamment de ma collègue Stéphanie Léronas, avec qui j'ai préparé ce webinaire. Cette session de mars, à quelques jours de la Journée mondiale de l'eau, est tout naturellement consacrée à ce secteur, avec un prisme qui nous est cher à l'AFD, puisque nous discuterons aujourd'hui des dynamiques collectives autour de l'eau. Plus précisément, cette édition est intitulée « Agir en commun sur les territoires de l'eau », agir en commun au pluriel sur les territoires de l'eau, regard croisé sur la gestion de la ressource et l'accès aux services. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais en présenter l'organisation à grands traits. Après une brève introduction, je céderai la place à nos deux intervenants que nous sommes ravis d'accueillir, Juan Cabrera et Jeanne Perrier, que je présenterai plus en détail un petit peu plus tard, pour des présentations de 15 minutes chacun, avant de consacrer un temps à une discussion croisée et aux questions-réponses. Tout au long de la séance, vous pourrez formuler des commentaires dans le fil de discussion sous l'onglet chat qui apparaît à la droite de votre écran, ou bien poser des questions dans l'onglet questions qui est situé juste à côté. Donc, quelques mots en guise d'introduction. Tout d'abord, si nous avons souhaité nous intéresser au système de gestion de l'eau, c'est qu'ils nous permettent d'explorer des constructions sociales, politiques et économiques qui agissent sur différents espaces et qui se complètent, se superposent ou s'enchâssent. Et parmi ces différentes constructions, on voit émerger des dynamiques collectives de création et d'exploitation des ressources et des services de manière spontanée ou alors sous l'impulsion de pouvoirs publics qui ne parviennent pas à fournir des services de base ou qui ne parviennent pas à enrayer la surexploitation et la dégradation des ressources en eau ou qui souhaitent en organiser la mobilisation. Donc, ces dynamiques collectives ont en commun de donner une place affirmée aux communautés de base, que ce soit à l'échelle d'une nappe ou à l'échelle d'un quartier. Deuxième point dans l'introduction, pour rappeler que l'AFD a engagé de longue date des travaux sur les communs, avec des réflexions sur les communs structurés autour de la gestion des ressources naturelles, donc dans la continuité des travaux d'Elinor Ostrom, mais également sur la spécificité des communs de services, sur les modèles économiques et juridiques des communs informationnels, ou encore sur les dynamiques de commoning dans les initiatives locales, y compris autour de l'habitat. Donc, deux papiers seront présentés et discutés aujourd'hui. Ils seront d'ailleurs accessibles à l'issue des présentations dans le fil de discussion, sous l'onglet chat. Le premier papier de Juan Cabrera analyse les stratégies des petites organisations de quartier qui émergent à Cochabamba, en Bolivie, pour garantir l'accès aux services d'eau potable à travers l'administration de petits systèmes et réseaux de distribution. Nous verrons comment ces stratégies permettent aux habitants l'accès domiciliaire à un service de qualité, mais dans le même temps mènent à un contexte de fragmentation urbaine où se propagent des processus de dislocation sociale. Le second papier de Jeanne Perrier déconstruit les processus de décentralisation à l'œuvre dans le secteur de l'eau en Palestine et la création d'associations d'usagers de l'eau. L'analyse révèle au contraire une dynamique de centralisation et de concentration des pouvoirs, menaçant les modes existants de gestion locale des ressources en eau et ignorant le pluralisme juridique. Donc, afin de préparer cette séance, nous avons posé 3 questions aux intervenants pour articuler leurs propos. Ces 3 questions sont les suivantes. Quelles sont les conditions d'émergence des dynamiques collectives? Quelles sont leurs portées d'action, leurs stratégies, leurs trajectoires? Et quels sont les effets environnementaux et sociaux de leur activité et de leur développement. Donc, avant de céder la parole aux intervenants, je rappelle simplement quelques consignes. Vous pouvez donc poser vos questions dans l'espace intitulé « Questions » dans le fil de discussion. Les papiers qui sont présentés par les auteurs seront accessibles dans l'onglet « Chat » à l'issue de leur présentation.
Et cette séance est enregistrée et elle sera accessible en replay. Donc, on va désormais passer aux présentations, à la présentation de notre premier intervenant. Donc, Juan Cabrera est enseignant-chercheur en urbanisme. Il a participé à de nombreux travaux de recherche relatifs à l'aménagement du territoire, aux pratiques urbaines et au marché foncier. Sa thèse de doctorat et son postdoc ont porté précisément sur les stratégies des populations urbaines vis-à-vis des services d'eau en Bolivie et au Mexique, et sur les effets de ces stratégies sur la forme urbaine. Juan dirige le CIAU, qui est un centre de recherche en architecture et urbanisme de l'université UPB à Cochabamba, en Bolivie. Il a récemment participé à la création de l'Institut bolivien d'urbanisme, qui a été créé à l'initiative de professionnels, activistes, chercheurs et étudiants dans tout le pays. Juan et l'un de ses étudiants, Marcelo Pérez Mercado, ont participé au programme de recherche Territoire de l'eau et commun en Bolivie, qui avait été piloté par Franck Poupeau, qui est directeur de recherche au CNRS. Ce programme avait été financé par l'AFD. Et enfin, je remercie Juan d'avoir bien voulu s'exprimer en français dans le cadre de ce webinaire. Juan, je vous cède la parole pour 15 minutes. Merci beaucoup. Ok, merci Sarah. Bonjour à tous. Bonjour à l'AFD pour l'invitation. D'abord, je m'excuse pour le français parce que vraiment, je ne parle pas français. Je parle liégeois et vous savez que le liégeois, c'est tout à fait différent. Alors, je vais essayer de faire une présentation claire sur les tragédies d'un commun. C'est une façon de dire et en fait le titre d'une petite recherche qu'on fait avec monsieur Jacques Teller, professeur de l'Université de Liège. Ok, je vais essayer de montrer un peu la description des caractéristiques des conditions de gestion de l'eau à partir des OLP, les POP, les petits opérateurs en Amérique latine, un peu l'impact sur la gestion locale, sur la fragmentation urbaine, et aussi les caractères communs de la gestion de l'eau qui observe à la plus grande échelle, mais que finalement c'est un processus de fragmentation, de dislocation de relations importante. Ok, Cochabamba, c'est une ville, c'est une zone métropolitaine au centre de Bolivie, au centre de Bolivie. Cochabamba a peut-être 1,2 million d'habitants, peut-être à 19 000 hectares. Alors, c'est une ville grande, mais c'est le troisième dans le pays. Savez-vous bien que Cochabamba, ça a été c'est le lieu où est-ce que la guerre de l'eau s'est développée les années 2000. Et peut-être que Cochabamba, c'est un peu fameux pour, précisément, particulièrement pour la guerre de l'eau. Alors, Cochabamba, comme je dis, c'est une zone métropolitaine avec 7 municipalités. Cochabamba, c'est la capitale, le centre-ville. Le département s'appelle aussi Cochabamba et la capitale s'appelle aussi Cochabamba. Cochabamba, Binto, Quillacollo, Tiquipaya, Colcapirua, Sacaba et Sipe sont les 7 municipalités. Selon les indices de besoins fondamentaux non satisfaits, les centres-villes, les centres urbains des municipalités ont un bon niveau de qualité de vie par rapport à les banlieues. C'est une caractéristique de la ville sud-américaine. Et si on parle de l'eau, la plupart des populations d'habitants des zones métropolitaines utilisent les POP, les petits opérateurs, les OLPs pour avoir de l'eau, le service de l'eau. Les jeunes montrent un peu les lieux, les zones avec les services publics de l'eau. Ces MAPA, c'est le principal opérateur public que normalement fait les services sur les capitales. Et Cochabamba, c'est une ville qui occupe un grand aquifère. Non? Il y a 3 zones d'aquifères. La zone de charge, la zone bleue, les plus bleues, c'est la zone avec beaucoup de l'eau. Et normalement, les zones à la sur, c'est une zone avec moins de l'eau, normalement. C'est intéressant que presque toutes les sources de l'eau de Cochabamba, et les sources de l'eau urbaine,
viennent d'un numéro inconnu de puits, non, de forages. Et personne ne sait combien de forages il y a dans les vallées. Il y a beaucoup. Les derniers plans métropolitains de l'eau trouvaient plus de 1500 puits, mais vraiment, personne ne sait parce que chaque jour, il y a un nouvel puits. Les jeunes, les petits quartiers, les Olpes sont en train de faire les forages chaque jour, vraiment. Chaque jour, les forages. Alors, c'est un peu difficile, c'est presque impossible de dire combien de puits on a. Mais vous pouvez regarder aussi le réseau de CEMAPA, je dis le principal opérateur de l'eau. Le réseau de EMAPA, c'est l'opérateur public de Sacaba, la deuxième plus grande municipalité. Et le réseau de Quillacollo, c'est EMAPA, c'est l'opérateur public de Quillacollo, et avec les petits réseaux ici. Donc, ça veut dire que presque tous les vallées urbaines, toutes les zones urbaines, ont de l'eau à partir des puits et puits de propriété des petits opérateurs. Cochabamba, c'est une ville aussi avec beaucoup de différences socio-spatiales. Il y a des zones riches, il y a des zones pauvres. Normalement, les sources, c'est les zones plus pauvres que les autres côtés. Mais, OK, je dis que la plupart des gestions de l'eau viennent des petits opérateurs, non? Les OLP, ou opérateurs locaux de pequeña escala en espagnol, que travaillent sur les vallées. Les petits opérateurs sont vraiment trop importants. On peut dire que 80%, 80% de l'eau que les jeunes utilisent chaque jour vient des petits opérateurs, non? Et un truc intéressant, c'est que ce n'est pas un opérateur pour les zones pauvres seulement, sinon tous les côtés riches, les côtés des classes moyennes, les côtés des lieux avec les populations pauvres aussi utilisent les petits opérateurs pour accéder à les ressources de l'eau. Mais même que les quantités, les numéros de puits, personne ne sait combien de petits opérateurs il y a au Cochabamba. C'est un vrai problème, non? On sait qu'ils sont beaucoup, mais personne ne sait combien vraiment. On a trouvé, avec les recherches, on a trouvé qu'il y a 3 types d'opérateurs, non? On parle de les coopératives, que c'est un petit opérateur qui ensemble 2 types d'organisations. Les coopératives de l'eau spécifiquement sur un quartier, non? Mais ce n'est pas les mêmes, non? Normalement, les petits opérateurs, les coopératives, peuvent faire l'extension de les réseaux de l'eau jusqu'à autre quartier. Alors, c'est une superposition d'opérateurs de l'eau avec un quartier. Il y a d'autres qui s'appellent l'association ou les comités, que normalement, c'est un quartier avec les associations, non? L'association de l'eau, et ils travaillent ensemble pour une juridiction spécifique. Et les OTV, les OTV, c'est les quartiers officiels reconnus pour l'État, non? Qui est à l'intérieur de l'organisation, de les dirigeants, il y a une personne, 2 personnes responsables de l'eau, de la gestion de l'eau. Alors, on trouve basiquement 3 types d'opérateurs. La plupart des opérateurs sont les OTV. Un truc intéressant, c'est qu'on peut trouver, c'est la première fois qu'on a fait cette carte, on essayait de faire une cartographie des petits opérateurs et on trouvait ça, non? On a fait un grand geste de recherche pour essayer de trouver les juridictions, les territoires de l'eau, et on trouvait plus de 300 petits quartiers opérateurs ici, mais on sait bien que ce n'est pas tout, non? Il y a plus que chaque jour sont en train de se croyer. OK, mais pour savoir comment ils font les gestions de l'eau, on a fait une recherche avec 46 quartiers dans toute la ville métropolitaine pour voir comment ils font les gestions de l'eau. Alors, je vais vous montrer quelques caractéristiques des OLP.
les quartiers qu'on a trouvés ont été créés entre 1997 jusqu'à 2017, non? Mais on sait qu'en ancienne recherche qu'on a fait, on a trouvé quelques quartiers depuis 1964. Vraiment, personne ne sait aussi les origines des quartiers, des opérateurs locaux. Normalement, l'État bolivien, c'est faible, non? Pour donner les services de l'eau, pour donner les services de sécurité, donner beaucoup de services. Alors, normalement, les jeunes organisés dans un ensemble de petites boissons, on croyait les petites organisations pour avoir pas seulement de l'eau, aussi les transports, aussi la sécurité, quelquefois les pains, les nourritures, etc. Mais maintenant, les gestions de l'eau, c'est peut-être les plus importantes. Et un truc intéressant, c'est que par rapport à les services de l'eau publique, non, à l'opérateur public, et la couverture de les petits opérateurs sont jusqu'à 90 et 100%. Ça veut dire que chaque opérateur a les capacités de faire la couverture de presque tous les quartiers. C'est trop intéressant. Et la plupart ont les puits, vraiment pluie, et les puits, et les plus pauvres, les quartiers au sud de la ville, ont des camions cisternes. On a trouvé qu'il y a des quartiers ou des OLPs qui ont entre 1 et 10 puits dans un seul quartier, un seul opérateur. Non? Ça veut dire, je dois dire que les opérateurs et les quartiers, c'est presque les mêmes. Et chaque fois, on a trouvé que les profondeurs, les puits, les forages, c'est plus profond, entre 8 à 180 mètres. Les plus âgés, les plus anciens des puits, on a trouvé de 34 années, et les plus récents de 3 années. Non? Les coûts de forage, c'est entre 2 000 à plus $, comme vous pouvez voir, et normalement, c'est 15 000 $. Les services publics ont une couverture, un service chaque jour, chaque 3 jours, 2 jours, de normalement 2 heures. Par exemple, j'habite ici dans la zone nord de Cochabamba et j'ai le service de l'opérateur public, mais normalement j'ai 2 heures, 3 heures maximum, chaque 3 jours, chaque 2 jours, dépend de l'opérateur. Mais dans les petits quartiers, dans les OLP, ils ont normalement 24 heures de service et quelques opérateurs qui travaillent avec les camions cisternes à 2 heures, 3 heures. Non? Et normalement, les jours pour semaine, c'est entre 2 à 7 jours. OK. Et c'est intéressant que les paiements pour mois, chaque mois, les gens qui utilisent les services de l'eau doivent payer entre 0,14 à 3,58 $. Non, les moyens, c'est 1,84 $. Et si le paiement, c'est pour moi. Si le paiement, c'est pour mètre cube, c'est moins. Non? Un truc intéressant, c'est que ces MAPA, les opérateurs publics de Cochabamba, on doit payer comme ça presque 24 $ par mois. C'est plus cher avoir les services de l'opérateur public, alors et on a moins de temps de service. Non? Les petits opérateurs ont aussi catégories pour volume, pour connexion, pour qualité, pour différentes choses, pour trucs familières et beaucoup de différentes choses. OK. Et c'est trop intéressant que les OLP ils ont une grande capacité pour gérer de l'eau, mais autres services aussi, non? Ils pouvaient payer pas seulement de l'eau, sinon services sociaux, services communautaires, l'assurance sociale seulement pour les quartiers. Ils pouvaient payer avec les régions qui viennent de la gestion de l'eau, et quelques cadeaux pour Noël, quelques cadeaux pour les jours de la mer, et beaucoup de choses. Non? C'est clair qu'il y a une autonomie grande pour faire la gestion de l'eau à l'intérieur de l'ESOLP. On peut dire qu'il y a un peu d'autarcie.
Par exemple, c'est un quartier qui montre non, les services médicaux pour quelques heures dans la ville, dans un quartier, et aussi on peut voir que les jeux des enfants étaient payés pour les services de l'eau, pour les régions. OK, mais malheureusement, ce type de gestion, c'est très bien, c'est trop bien pour les gestions de l'eau. Cependant, c'est plus compliqué pour les trucs environnementaux, pour les liens entre les quartiers, pour le travail ensemble, non? On dit, normalement, les théories sur les communs montrent Cochabamba comme un exemple très joli, bien de la gestion de l'eau. Et c'est vrai, non? On peut voir qu'à l'intérieur des quartiers, tout marche normalement bien. Mais si on regarde d'autres échelles, si on regarde d'une échelle plus grande, vraiment c'est plus compliqué, non? Parce que normalement, les gens ne veulent pas de partager ces ressources, ne veulent pas faire les liens entre les réseaux, ne veulent pas transférer les réseaux à autres institutions, peut-être les municipalités, si on parle de ça. Alors, pour ça, on a fait 4 grandes questions, non? Pour les gens, pour savoir si ils ont quelque intention de faire la union, peut-être, l'articulation entre réseaux ou travailler ensemble. Et on a les suivantes réponses, non? Sur partager de l'eau, la plupart les réponses positives, 80% dit non, non, c'est pas possible. 15% dit oui et 5% dit peut-être, on va voir, non? Et la plupart disent que vraiment avoir les puits, faire la gestion, ça a été trop difficile. C'est un capital social, c'est un capital économique, alors que c'est pas possible de faire, de partager, non? C'est une richesse des quartiers. Sur articuler les réseaux, les 56% disent peut-être, mais un truc conditionnel. On va articuler les réseaux si on va avoir plus de ressources, si on va faire la vente de l'eau plus chère pour avoir plus de ressources et beaucoup de choses, non? Normalement, à quelques personnes disent, OK, on va faire l'articulation pour améliorer les réseaux, les services, mais cependant, la plupart disent que c'est vraiment compliqué de faire l'articulation, plus compliqué si c'est l'articulation avec les réseaux. On doit dire que le 2013, il y avait un plan métropolitain des services de l'eau au Cochabamba et les principales politiques disent que tous les petits réseaux devaient s'articuler pour avoir de l'eau pour toute la ville, non? Cochabamba, depuis 1956, il y a un grand projet qui s'appelle Misikuni, non? C'est un grand barrage, un projet grand de l'eau pour l'électricité, pour de l'eau, que finalement a été construit, a été bâti les barrages, alors on a de l'eau. Mais il n'y a pas de possibilité de faire la union entre les réseaux parce que normalement les gens ne veulent pas. Non? Mais aussi, si les gens voudraient dire oui, chaque réseau a une différente question technique. Non? C'est différent, c'est presque impossible de faire la union. Mais autre chose trop compliquée, c'est que les gestions de l'eau comme ça, à partir des petits opérateurs, fait la consommation de beaucoup de l'eau. Non? Les cartes montrent un peu les niveaux des eaux souterraines qui chaque jour descendent. Et ça, sans contrôle. C'est un niveau de 1993, 1979, et mais maintenant, non? L'actualité, on peut voir que les niveaux de l'eau descendent beaucoup, beaucoup. Cependant, chaque quartier, chaque OLP fait la gestion toute seule. Et, par exemple, on a demandé si quelques jours il y a plus de l'eau sur les puits, les gens disent OK, on va faire d'autres puits. Non?
ils ont argent, ils sont en train de garder l'argent pour avoir plus de forage, pour faire plus de forage. C'est la principale activité, la principale idée des gens de quartier, non? Pour ça, ce qu'on peut dire, c'est peut-être une tragédie, parce que finalement, s'il n'y a pas une gestion intégrale, s'il n'y a pas une conscience de l'impact environnemental, sera plus compliqué. OK, non, ce n'est pas important maintenant. Mais aussi, il y a une dimension spatiale de la fragmentation. On a trouvé une chose trop intéressante pour nous, pour les urbanistes, qui montre que chaque réseau aussi, c'est un quartier, non? C'est montrer les quartiers Vallehermoso, les quartiers Vanguardia Solidaria, les quartiers, ou les réseaux Vanguardia Solidaria, les Olpe, Villaguada, etc., etc. Mais si on montre, c'est spécifiquement les quartiers. Ça veut dire que les réseaux, l'extension des réseaux, c'est aussi les juridictions des quartiers, non? C'est un truc trop intéressant pour montrer que les réseaux de l'eau, c'est aussi en train de faire la configuration urbaine de la ville de Cochabamba. C'est comme ça, non? Et il y a beaucoup de types de réseaux. Les réseaux peuvent grandir, peuvent se réduire, peut faire un fractionnement et beaucoup de choses. C'est une dynamique trop intéressante. Alors, pour finir, on dit que peut-être c'est une tragédie d'un commun parce que la gestion de l'eau au Cochabamba était présentée comme une forme d'archétype d'un bien commun urbain. Oui, c'est clair. Les analyses des pratiques de gestion de l'eau mettent en évidence le rôle central de l'OLP qui contrôlait l'ensemble des chaînes de production et toutes les questions sociales. Non? Il y a un pouvoir aussi à l'intérieur de l'OLP. Les petits opérateurs distribuent de l'eau à coût bien inférieur, moins cher que les opérateurs publics. C'est clair, non? 8 et 10 fois moins cher peut-être. Et ils investissaient en partie de ce revenu à l'activité d'autres œuvres sociales, d'infrastructures qui bénéficient directement au quartier. Très bien. Cependant, malheureusement, les dynamiques et l'autonomie, la fragmentation, ainsi que la surexploitation de la ressource mettent la durabilité, mettent en danger vraiment la durabilité de la ressource. Le manque de responsabilité des OLP en matière d'assainissement constitue un véritable angle mort en termes de gestion durable de la ressource. Chaque OLP dispose de son propre réseau et réserve les droits d'exclusion. On peut dire que c'est un bien de club. C'est trop intéressant. Seulement, les coopératives ont l'intention de peut-être faire les services, pas les connexions, faire les services pour autres quartiers si les autres quartiers payent beaucoup, non? Mais normalement, c'est un réseau technique ferme, tout à fait ferme. Il y a une solidarité au sein des OLP, mais il n'y a pas de solidarité entre les quartiers, entre la ville. La surexploitation entre les quartiers entraîne une concurrence intense pour les forages. Alors, c'est pour ça qu'on dit que peut-être il y a une tragédie d'un commun. Non? Si je regarde à l'échelle petite, on peut dire que oui, c'est un clair exemple, un joli exemple de bien commun, de gestion commune de l'eau. Mais si on montre, si on regarde sur votre échelle et comment les OLP font les gestions, les surexploitations de les ressources, c'est plus compliqué. Et alors, las conditions d'interconnexion de les réseaux, c'est presque impossible, non? Et je crois que pour éviter une crise, un avance, ou une tragédie peut-être collective, on doit travailler ensemble quelques moments. Peut-être, je ne sais pas. Et merci pour tout. Merci Sarah. J'espère que ça a été compris. J'espère que ça a été compris. C'était très compréhensible. Merci beaucoup, Juan, pour cette présentation autour des enjeux des services urbains d'eau à Cochabamba. On a déjà dans le fil de discussion plusieurs questions autour des enjeux d'assainissement, de réutilisation, les impacts de l'arrivée du barrage de Missikuni, autour des enjeux contractuels entre acteurs, etc. Mais je propose qu'on réserve ces questions pour la discussion à la fin. En tout cas, ta présentation a déjà suscité plusieurs interrogations. Je propose qu'on passe désormais
qu'on évoque désormais les enjeux plutôt de ressources en eau et d'irrigation en Palestine. Donc, on va se tourner vers notre deuxième intervenante que je vais présenter, Jeanne Perrier. Donc, Jeanne est docteure en sciences politiques. Elle est spécialisée dans la gouvernance de l'eau dans les territoires palestiniens. Sa thèse a étudié les transformations sociopolitiques des territoires situés au nord de la Cisjordanie à travers le prisme du discours sur l'efficience des projets hydrauliques et agricoles menés par les bailleurs de fonds, par les investisseurs privés locaux, par les agriculteurs. Elle s'intéresse à la colonialité des politiques agricoles et des politiques de l'eau palestiniennes, ainsi qu'à la construction étatique palestinienne. Jeanne est aujourd'hui consultante indépendante. Elle a participé au programme de recherche sur les paracommuns de l'eau palestinienne, programme piloté par Julie Trottier, qui est directrice de recherche au CNRS, et programme qui était financé par l'AFD. Jeanne, je vous cède la parole pour votre intervention d'une quinzaine de minutes. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci à l'AFD d'avoir organisé ce séminaire et de m'avoir invité donc à présenter en fait une partie des travaux que j'ai pu réaliser dans ma thèse. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la restructuration de la gestion en commun de l'eau par le biais des associations d'usagers de l'eau en Palestine et plus précisément en Cisjordanie parce que c'est là où j'ai fait mon terrain d'études. Alors que, en fait, les communs ne représentent pas une nouveauté dans la gestion de l'eau sur ce territoire, mais par contre, les associations d'usagers de l'eau telles qu'elles sont pensées et institutionnalisées, oui, représentent une véritable nouveauté et bouleversent ces territoires. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est de déconstruire les processus de décentralisation à travers l'analyse de la nouvelle réglementation palestinienne sur ces associations d'usagers de l'eau. Et donc ici, pour une précision, je vais m'intéresser particulièrement au projet de réutilisation des eaux usées traitées parce que c'est dans ces projets que la première association d'usagers de l'eau a été créée, comme on va le voir un petit peu plus tard. Donc cette réflexion, elle a été publiée dans un papier de recherche à l'AFD dont on vous partagera le lien. Et en premier, donc, je vais vous présenter assez brièvement la gestion de l'eau palestinienne pour comprendre un peu l'environnement institutionnel et social dans lequel arrivent ces associations d'usagers de l'eau. Et ensuite, on va voir l'émergence de ces associations, donc c'est-à-dire comment en fait elles sont arrivées, notamment en 2018 avec cette réglementation, pourquoi, quelles sont les dynamiques internes, avant de voir les stratégies à la fois agricoles et de gestion de l'eau qu'elles envisagent. Et enfin, en fait, cette analyse va nous amener à réfléchir aux enjeux à la fois environnementaux et sociaux de cette nouvelle gestion, a priori en commun, parce qu'on a cet idéal de la gestion commune, mais en fait, l'approche que j'ai, et notamment par l'enquête de terrain que j'ai fait auprès de différents acteurs concernés, révèle en fait des conflits, des bouleversements, justement quand on déploie une méthodologie plutôt ancrée. Donc, en Palestine, il y a plusieurs règles relatives à la gestion des ressources en eau qui ont coexisté et qui coexistent encore aujourd'hui. Et c'est le cas pour l'irrigation où les ressources en eau, elles ont surtout été gérées localement selon des règles coutumières, malgré certaines tentatives de contrôle centralisé de ces ressources. Mais je ne vais pas détailler ici l'histoire de la gestion de l'eau en Palestine, mais il y a plusieurs travaux déjà qui s'y intéressent. Il y a notamment ceux de Béchara Doumani, d'Amy Singer, de John Brout ou encore de Julie Trottier, qui attestent de la présence d'une agriculture très ancienne sur le territoire, même s'il faudrait un travail un peu plus poussé d'exploration des archives notamment. Mais on sait déjà en fait qu'il s'agissait d'une gestion micro-locale, majoritairement en commun, autour de puits et de sources, et que ni le pouvoir central ottoman, ni les autorités britanniques n'ont vraiment perturbé. Et pour ce qui est de l'occupation israélienne, alors il y a effectivement des grosses contraintes de développement, notamment sur les infrastructures de l'eau, mais on se rend compte qu'il y a une certaine autonomie qui a été préservée par les acteurs locaux palestiniens de ces systèmes de gestion de l'irrigation qui se déploient en fait à l'intérieur de ces contraintes. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que depuis très longtemps, il y a une présence très forte des communs pour gérer l'eau d'irrigation et qui a été peu perturbée en fait jusque-là.
Mais depuis la fin des années 90 et surtout depuis les années 2010, en fait, l'autorité palestinienne a mené un programme de réforme nationale soutenu par les bailleurs de fonds et qui concerne notamment le secteur agricole et le secteur de l'eau. Et donc, on va y revenir un petit peu quand on va voir l'émergence des associations d'usagers de l'eau. Mais ce qu'on note de manière assez générale, et donc pourquoi je m'intéresse en particulier aux eaux usées traitées, c'est parce qu'en fait, il y a eu un intérêt grandissant pour cette ressource parce qu'elle est considérée comme une nouvelle ressource qui permettrait à la fois de préserver les eaux souterraines, mais aussi de continuer à développer l'agriculture et donc de lutter aussi contre l'occupation israélienne, notamment en élargissant les périmètres irrigués vers les zones C, qui sont les zones particulièrement visées par la colonisation israélienne. Et donc, en fait, ces eaux usées traitées, elles répondraient aussi à un objectif de construction ou plutôt d'affirmation d'un pouvoir étatique palestinien en devenir. Mais en fait, ce que cette analyse et mon travail de thèse a révélé, c'est que la réalité est beaucoup plus complexe si on considère le traitement des eaux usées et leur utilisation et leur réutilisation comme en fait le détournement d'un flux. Et donc, si on commence à réfléchir à qui gagne, c'est-à-dire aux gagnants et aux perdants de ces projets, ainsi qu'aux stratégies de gestion collective de cette ressource à travers la formalisation des associations d'usagers de l'eau. Donc, pour ce qui est des associations d'usagers de l'eau, le cas palestinien, c'est loin d'être une exception. Le modèle des associations d'usagers de l'eau et sa promotion remontent aux années 90. Et c'est vraiment important d'y revenir parce que la réforme palestinienne de l'eau, elle se situe dans cette réflexion menée à l'international qui a été entamée du coup bien avant 2018. Donc, les associations d'usagers de l'eau au niveau international ont d'abord été envisagées comme un outil de décentralisation de la gestion des ressources en eau. Et l'idée clé, ou plutôt le mot-clé qu'on retient en fait de cette stratégie-là, c'est la participation. Et cette idée de participation, elle a été encouragée notamment par la Banque mondiale, mais aussi par l'IMI, l'Institut international de gestion de l'eau, donc dès les années 90. Et ces politiques de développement, elles s'emparent vraiment de cette approche participative pour imposer un modèle de participation des acteurs locaux au processus décisionnel instauré par une autorité centrale. Et donc, en fait, cette conception, elle s'attache vraiment à formaliser la participation des acteurs locaux en créant de nouvelles institutions et non pas en explorant les possibilités offertes par les institutions locales existantes. Et donc, c'est le cas notamment en Palestine. Donc, on l'a vu sur notre terrain, il y a déjà une gestion collective qui existe, une participation des acteurs locaux qui n'est pas une idée nouvelle ou révolutionnaire, mais ce qui va changer considérablement avec l'instauration de ces associations d'usagers de l'eau, c'est vraiment l'institutionnalisation et la formalisation de cette participation. Et donc, il existe déjà des coopératives agricoles palestiniennes ou des collectifs autour de puits et des sources qui sont gérés par des collectifs d'irrigants. Mais en fait, il n'y a aucune formalisation, en tout cas, il n'y a eu aucune formalisation jusqu'à maintenant. Depuis la loi de l'eau qui a été modifiée donc en 2014 et le décret qui a instauré les associations d'usagers de l'eau en 2018, ces collectifs en fait informels, locaux et qui sont très ancrés socialement, ils n'ont plus aucune reconnaissance légale. Ils sont complètement ignorés. Donc, la réglementation palestinienne sur ces associations, elle a été promulguée en 2018, donc 4 ans après la nouvelle loi de l'eau, à cause de rivalités interministérielles palestiniennes dont je ne vais pas détailler ici. Et la loi de l'eau de 2002, elle mentionne déjà ces associations, mais sans aucune définition. Ensuite, elles sont reprises dans la stratégie nationale de l'eau palestinienne, qui les mentionne comme une étape nécessaire à la restructuration du secteur de l'eau et qui les décrit comme je cite, des partenaires institutionnels très importants dans l'irrigation et dans la gestion de l'eau d'irrigation. La loi de l'eau, ensuite, de 2014, elle les définit, elle les mentionne à nouveau. Et là, on voit que les associations d'usagers de l'eau sont censées gérer l'eau d'irrigation à l'échelle locale et de façon durable. Donc, en fait, à travers l'analyse des textes, on retrouve différents objectifs qu'on avait déjà dans le discours international dont je vous ai parlé au début. Donc, en fait, on retrouve l'idée de gestion locale, de participation des acteurs locaux,
de gestion censée être durable, mais aussi celle qui arrive dans la réglementation 2018, l'idée de bénéfice maximal. Mais en fait, ce n'est pas vraiment défini, mais on va voir que le reste du texte, et notamment les projets qui se construisent autour de cette réglementation et de ces associations, en fait, nous donnent une idée des stratégies agricoles sous-jacentes. Et donc, sans rentrer dans les détails de cette réglementation, en fait, ce qui est important, c'est la structure et surtout l'organisation qui se dessine à travers les différents chapitres de la réglementation. Donc là, je vous ai fait un schéma qui résume en gros l'organisation qui est préconisée. Donc, c'est une organisation institutionnelle de l'association d'usagers de l'eau qui est assez classique, qui suit les recommandations de la Banque mondiale notamment et de la FAO qui était déjà présente dès la fin des années 90. Mais je vais m'attarder un peu notamment sur le conseil d'administration qui, lui, exerce un contrôle sur le périmètre d'irrigation puisqu'il est censé déterminer les prix de l'eau, mais aussi le calendrier de distribution de l'eau, donc ce qui est assez important. Il doit prendre des mesures nécessaires pour utiliser, je cite, une utilisation, je cite, optimale et efficiente de l'eau. Donc, en fait, ici encore, on retrouve ce discours-là d'une certaine utilisation de l'eau qui doit être faite par l'association d'usagers de l'eau, par ces agriculteurs. Et en plus, ce conseil d'administration, il représente l'institution, l'association devant les autorités judiciaires et les institutions officielles palestiniennes. Et enfin, on a deux acteurs qui sont extrêmement importants et qui n'entraient pas en jeu jusque-là. C'est le ministère de l'Agriculture et l'APE, l'Autorité palestinienne de l'eau, donc qui représente le gouvernement, et en fait qui vont contrôler le fonctionnement et les stratégies agricoles de l'association selon la réglementation, et notamment en matière de choix des semences et de calendrier d'irrigation. Le ministère de l'Agriculture doit aussi valider le choix des semences et les périmètres d'irrigation qui sont alloués pour chacun et proposés par l'association. Donc, en fait, on a aussi la création de l'association qui ne peut pas se faire sans l'accord du ministère de l'Agriculture et de l'Autorité palestinienne de l'eau. Donc, en fait, on arrive à plusieurs problèmes déjà. On a une institution complètement exogène parce qu'elle ne se base pas sur les organisations qui existent et qui a été créée complètement par le haut. Il y a une très forte institutionnalisation parce qu'on a l'entrée en jeu de ces deux ministères et qui est très réglementée et une grande centralisation qu'on va détailler un petit peu plus. Et donc, au final, en fait, les agriculteurs dans cette organisation et à travers la réglementation, on a l'impression qu'ils se retrouvent surtout avec un rôle de technicien plutôt que de véritables gestionnaires de la ressource et donc, en fait, qui sont censés appliquer uniquement des décisions par le haut et non vraiment réfléchir à une gestion commune locale de l'eau. Donc, au final, en fait, l'autorité palestinienne, à travers cette réglementation, elle met en œuvre une véritable politique soi-disant de décentralisation de la gestion des ressources en eau, mais en fait, qui va se révéler être véritablement une centralisation et une concentration de la gestion de l'eau aux mains de pouvoirs institutionnels nationaux ou en tout cas qui se détachent du local. Donc, les lois de l'eau de 2002 et ensuite sa modification en 2014, ainsi que le règlement des associations d'usagers de l'eau, modifient véritablement ce que j'ai appelé les trajectoires décisionnelles de l'eau. Donc, ce que c'est une trajectoire décisionnelle de l'eau, c'est en fait une trajectoire non matérielle de l'eau à travers les différentes institutions dont les décisions vont affecter directement la trajectoire matérielle de l'eau. Et donc, sur le schéma, j'ai comparé les acteurs qui sont impliqués dans le cadre d'une organisation fondée, donc d'abord à travers une association d'usagers de l'eau, telle qu'elle est définie par le règlement, ensuite par un puits communautaire, et puis le dernier exemple par une coopérative agricole non formalisée. Et donc, dans le cas d'un agriculteur dépendant d'un puits communautaire pour l'irrigation, la décision d'accéder à l'eau, elle dépend à la fois des autres agriculteurs qui soumettent leur demande à l'opérateur du puits et de ce dernier qui va organiser en fait le calendrier des temps d'irrigation. Et pour la coopérative agricole, c'est un peu le même principe. Sauf que la coopérative est censée aussi avoir un aspect un peu de négociation d'accès à l'eau pour l'ensemble des agriculteurs. Et donc, dans ces deux cas, de puits communautaire et de coopérative agricole informelle, la trajectoire décisionnelle, elle est assez circulaire, très locale, et différents acteurs, en fait, échangent dans une temporalité assez restreinte et spatialement très rapprochée.
Mais dans le cas d'une association d'usagers de l'eau, qui serait hypothétiquement mise en place, notamment pour un projet de réutilisation, comme on va le voir, en fait, la trajectoire décisionnelle, elle est beaucoup plus verticale et elle s'étend sur des acteurs qui sont très dispersés d'un point de vue spatial et institutionnel. Donc, elle comprend à la fois des acteurs ministériels et des agriculteurs, mais en fait, cette diversité, elle ne traduit pas du tout une participation accrue des agriculteurs au processus décisionnaire, mais plutôt une véritable gouvernance verticale où les membres de l'association d'usagers de l'eau vont réceptionner les décisions qui sont prises en amont. Et donc, cette trajectoire décisionnelle qui est définie par le règlement des associations d'usagers de l'eau, en tout cas qui transparaît dans cette réglementation, elle instaure une véritable distinction entre l'organisation légale et l'organisation légitime de la gestion de l'eau. C'est-à-dire que la légalité du mode d'organisation, elle va passer par le respect de cette trajectoire décisionnelle, par le respect de la réglementation, où l'autorité centrale palestinienne est surreprésentée au détriment des institutions locales et des agriculteurs concernés. Et donc, cette analyse que je vous ai faite, elle se fonde pour le moment uniquement sur la littérature grise qui existe et des textes de réglementation, parce qu'il n'y a aucune association d'usagers de l'eau qui est encore en fonctionnement. Il y en a une seule qui a vu le jour en 2019 pour gérer le périmètre de réutilisation des eaux usées à Naplouse-Est, que vous voyez ici sur la carte, mais elle n'était pas encore opérationnelle. Donc, j'ai pu obtenir des informations et faire des entretiens auprès des agriculteurs concernés qui mènent et qui mettent en lumière les enjeux de cette création d'association. Et donc, c'est possible à travers ces entretiens et les documents de projet pour la réutilisation de voir en fait ce qui est envisagé. Et donc, on a notamment une organisation en cluster pour une agriculture complètement mécanisée et qui devrait se faire sur plusieurs dizaines d'hectares, alors que ça contraste avec la très petite taille en fait des parcelles individuelles qui sont comprises dans ce projet et qui sont actuellement en majorité de moins d'un demi-hectare. Et donc derrière, on a aussi tout un intérêt économique derrière la mise en place des associations d'usagers de l'eau et une stratégie vraiment d'agriculture de marché qui se distingue en fait de l'agriculture majoritaire et plutôt sur des petites surfaces qu'on voit dans le reste de la Cisjordanie. Donc, le problème, c'est qu'en considérant justement les trajectoires de l'eau, matérielles cette fois-ci, et en comparant la tenure foncière actuelle et celle de l'eau à celle qui est envisagée par ces projets et par la réglementation, en fait, il y a de multiples enjeux qui émergent. Donc, je vais vous en citer 3 ici avant de conclure. Donc, on a notamment le fait de réutiliser de l'eau au sein d'une association d'usagers de l'eau. Il faut garder en tête que c'est un choix d'une trajectoire au détriment de plein d'autres. C'est-à-dire que, donc là, je vous ai mis un graphique qui est inspiré de celui de Bruce Langford, qui a travaillé sur les paracommuns et sur notamment les trajectoires de l'eau. Et en fait, l'idée, c'est que, par exemple, un agriculteur qui n'aurait pas les moyens financiers d'entrer dans une association d'usagers de l'eau, mais qui souhaiterait bénéficier des eaux usées traitées, en fait, ne pourrait pas le faire parce qu'il y a une interdiction sur papier de bénéficier de cette eau. Donc, on voit bien qu'il y a une sélection d'une trajectoire au détriment d'autres, et ça, c'est qu'un exemple parmi d'autres. On pourrait très bien, par exemple, laisser cette eau traitée s'écouler pour recharger les nappes, ou en tout cas pour bénéficier à l'environnement. L'autre problème, ça concerne la tenure foncière actuelle. Donc, à Naplouse-Ouest, par exemple, il y a très peu d'agriculture irriguée. Donc, ça pose aussi la question de savoir si l'irrigation par les eaux usées traitées est véritablement une nouvelle ressource ou et est-ce que ça préserve véritablement les eaux souterraines, ce qui n'est pas le cas vu qu'il n'y avait pas d'eau souterraine qui était utilisée. On a aussi des propriétaires fonciers, mais en fait, beaucoup louent leurs terres avec des contrats de métayage ou de location. Et en fait, c'est souvent des stratégies de solidarité au sein de villages entre propriétaires qui ont une autre activité professionnelle et d'autres personnes, soit dans le besoin, ou des agriculteurs sans terre qui cherchent un arrangement. Et donc, la tenure foncière, on parle de très petites parcelles, très petites surfaces, où chacun, en fait, organise sa terre en fonction de ses préférences, donc avec des cultures très diverses, qui seraient en fait complètement bouleversées par la mise en place d'un périmètre de réutilisation avec le modèle de l'association d'usagers de l'eau. Et enfin, cette analyse en fait des associations, elle s'inscrit dans une recherche assez longue et critique depuis les années 90 de la mise en place de ces associations d'usagers de l'eau.
et notamment des critiques de l'idéalisation du local. C'est-à-dire que la gestion par les acteurs locaux ne veut pas dire que c'est forcément une gestion égalitaire ou que c'est une solution miracle. Les associations d'usagers de l'eau, elles peuvent reproduire les inégalités de pouvoir existantes et renforcer les individus ou les groupes sociaux qui sont déjà dominants. Et c'est le cas à Naplouse-Ouest, mais c'est également le cas dans d'autres pays. À Naplouse-Ouest, où il y a des rivalités entre villages qui s'expriment de nouveau dans les négociations justement pour la direction et l'organisation de cette association. Et donc, ça rejoint la critique de Frances Cleaver, notamment sur le mythe de la communauté que la création d'associations d'usagers de l'eau peut entretenir. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces associations, elles ne représentent pas nécessairement une communauté homogène et ça ne doit pas empêcher de prendre en compte les rapports de pouvoir intrinsèques à la micropolitique de l'eau. Donc, en conclusion, on a vraiment une impulsion par le haut dans le cas de ces associations d'usagers de l'eau palestiniennes, des problèmes de légitimité qui se font sentir parce qu'elles sont déconnectées du local et elles reproduisent certains schémas de domination. Elles soutiennent certaines stratégies agricoles, économiques, mais aussi politiques pour l'autorité palestinienne. Et enfin, il y a des changements profonds au niveau de l'environnement et de l'organisation sociale. Et donc, critiquer la mise en place de ces associations, ça ne signifie pas ériger non plus le mode d'organisation locale en modèle, mais justement de questionner tous ces rapports de pouvoir qui sont en jeu et d'analyser les oppositions et les adaptations dans le processus de changement de la gestion et de l'irrigation. Et donc, une dernière chose, c'est que, comme je l'ai dit, cette analyse, elle se fonde sur des documents et sur des entretiens, mais dans un cadre où on n'a pas encore de recul sur la mise en place de ces associations d'usagers de l'eau palestiniennes. Mais on peut penser que la faible application déjà de la loi de l'eau modifiée en 2014 pourrait laisser à penser qu'il existe en fait une marge de manœuvre et une certaine flexibilité dans l'application de ce règlement. Et donc, ça serait intéressant par la suite d'examiner justement ces mécanismes d'appropriation de ces nouvelles structures par les agriculteurs concernés en étudiant les acteurs qui se les approprient, les stratégies et les conséquences justement sur les rapports de pouvoir qui existent déjà au niveau micro-local dans ces territoires. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Jeanne, pour cette intervention très stimulante et qui montre, malgré l'éloignement des contextes et des problématiques, des fortes passerelles avec la présentation de Juan. Alors, nous avons nous avons déjà des questions dans le fil de discussion. Je crois que celles qui étaient adressées à Juan ont pour la plupart été déjà peut-être traitées par écrit, mais on prendra peut-être un temps de complément à l'oral. Il y a également pour vous, Jeanne, un certain nombre de questions dans le fil. Donc, je propose, avant de relayer toutes les questions qui n'auraient pas encore eu de réponse, proposer une petite discussion croisée entre vos deux papiers, parce qu'il y a au moins 2 points qui me semblent importants dans l'analyse des cas que vous avez menés. Le premier porte sur la question des trajectoires physiques et des circuits de l'eau dans les territoires et de leurs effets politiques ou de leurs effets sociopolitiques. Donc, appréhender les trajectoires de l'eau et dépasser une vision de l'eau comme stock, c'était, Jeanne, l'objet du programme de recherche sur les paracommuns de l'eau palestinienne, piloté par Julie Trottier, je l'ai dit en introduction. Alors, peut-être que vous pourriez rapidement développer cette notion de paracommun, qui permettent de repenser justement les trajectoires de l'eau, sa mobilisation, son utilisation historique par les acteurs et géographiquement situés. Donc, par rapport à cette question des trajectoires, peut-être 2 questions sur le cas palestinien, et j'en aurai ensuite sur le cas bolivien. Première question, est-ce que les projets de réutilisation sont pensés là où se trouvent les zones agricoles de base, et dans le cas contraire, quels sont les effets environnementaux et sociaux que cela implique? Et puis une autre question, donc vous l'avez mentionné, mais bon, la relation avec Israël ne peut pas être ignorée, et donc quelle est la place des intérêts politiques dans les projets de STEP, et notamment par rapport à des enjeux sociaux et environnementaux.
Par rapport à cette question des trajectoires de l'eau, donc dans le cas bolivien, dans le cas du projet commun et territoire de l'eau auquel Juan avait participé, et des recherches qui avaient été menées à Cochabamba, avaient mis en évidence des rapports de force qui pouvaient s'exercer entre les communautés indigènes d'en haut, donc qui vivent sur les territoires où se situe la ressource, les communautés d'irrigants et enfin les communautés urbaines et les petits opérateurs. Et donc, penser l'eau comme un flux et non pas comme un stock, ça permet de révéler les enjeux de territoire, plus généralement des enjeux politiques. Donc, deux questions à ce propos-là. Comment est-ce que les communautés urbaines, donc les opérateurs que vous avez évoqués, constitués autour des services d'eau, se positionnent-elles vis-à-vis des autres usagers de la ressource à l'échelle du bassin? Donc, ces communautés indigènes que j'évoquais, les irrigants, mais également les services privés, les aguateros qui délivrent l'eau par camion-citerne. Et deuxième question, comment est-ce que les grands chocs qui affectent les trajectoires de l'eau, donc je pense par exemple au changement climatique et à la question de la raréfaction de la ressource, mais aussi à l'arrivée d'un grand projet d'infrastructure comme est celui du barrage de Missikuni. Donc comment ces grands chocs occasionnent éventuellement de nouvelles alliances, de nouvelles concurrences, des scissions, des rapprochements entre les différents acteurs usagers de l'eau. Donc peut-être, donc ça c'était une première question sur les trajectoires de l'eau et les effets politiques, et j'aurai ensuite une deuxième question. Peut-être Jeanne, je vous laisse réagir, et ensuite Juan. D'accord. Je veux bien juste du coup avoir la présentation pour m'appuyer un peu, pour expliquer un peu plus les trajectoires et l'idée de paracommun qu'il y avait derrière le projet, donc qui a été dirigé par Julie Trottier. Et donc en fait, la réflexion, elle partait vraiment de l'idée que l'eau doit être gérée comme un flux. Et donc, les paracommuns, en fait, c'était donc c'est un terme qui a été conceptualisé par Bruce Langford. Et l'idée, c'est de considérer vraiment toutes les trajectoires de l'eau. Et par exemple, quand on a des projets d'amélioration de l'efficience de l'eau, on a toujours cette idée de vouloir réduire ce qu'on considère comme des pertes ou en tout cas du gaspillage, pour justement les minimiser et faire en sorte d'avoir une gestion dite plus efficiente. Sauf qu'en fait, quand on considère toutes ces trajectoires, on se rend compte que ces pertes et ces gaspillages, elles sont utiles pour d'autres utilisateurs, et que ce soit au niveau du bassin, comme ça a déjà été démontré dans d'autres études avec une approche par bassin, mais au niveau de l'environnement, au niveau d'autres agriculteurs voisins, au niveau des stratégies, etc. Donc, en fait, il y a des multiples choix qui peuvent être faits. Et donc, ces paracommuns, c'est l'idée de réfléchir sur l'éventualité des détournements de ces pertes, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on va faire avec ces pertes en eau qu'on veut réorienter, comment on les réoriente et quelles conséquences ça a ensuite sur les acteurs, mais aussi sur les territoires, sur l'environnement. Et donc, ça s'inspire et ça se complète en fait avec l'approche que Julie Trottier a développée sur l'analyse des trajectoires spatiales, institutionnelles et sectorielles de l'eau, auquel j'ai donc ajouté la trajectoire décisionnelle dont j'ai parlé dans la présentation. Et l'idée, c'est vraiment justement de suivre sur le terrain la manière dont l'eau s'écoule à travers notamment les territoires, mais à travers les différents secteurs, donc que ce soit domestique, agricole, mais aussi à travers les institutions, c'est-à-dire qui gère en fait cette eau, qui intervient dans la trajectoire matérielle de l'eau. Et donc, en fait, forcément, ça a des conséquences et ça a des conséquences et des enjeux, en fait, sur l'environnement et socialement, parce que de modifier une trajectoire, en fait, on va modifier les acteurs qui vont interagir avec cette ressource. Et donc, dans le cas des eaux usées traitées, donc là, ça fait le lien avec la question sur les projets de réutilisation. En fait, c'est de faire le choix de réutiliser ces eaux usées traitées pour l'agriculture. Ça veut dire qu'en fait, on considère que c'est une priorité. Et ça veut pas, je ne suis pas en train de dire que c'est mal ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'il faut être conscient que c'est une stratégie qui est adoptée parce qu'il y aurait plein d'autres trajectoires qu'on pourrait avoir. Et donc, ça fait partie d'une reconfiguration de l'organisation sociale autour de la gestion de l'eau. Donc, par exemple, dans le cas de Naplouse Ouest, et ce n'est pas le cas dans d'autres régions, mais en Palestine, c'est assez flagrant. On a quand même beaucoup de projets de réutilisation des eaux usées traitées qui sont pensés dans des zones qui n'étaient pas auparavant irriguées.
Et donc, ça pose quand même plusieurs questions. Et là, dans le cas de Naplouse-Ouest, que moi, j'ai vraiment analysé de manière assez en détail, en fait, il y a très peu de propriétaires fonciers qui utilisent, ou en tout cas qui irriguent avec de l'eau. Il y en a très peu, ils sont très minoritaires. Et en fait, le fait de leur dire, ben voilà, maintenant, on vous propose de faire l'agriculture irriguée, il faut prendre en compte tous les bouleversements en fait qu'il va y avoir. C'est-à-dire que il y en a, effectivement, c'est des propriétaires fonciers, mais ils sont pas agriculteurs et ils souhaitent pas le devenir. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire de leurs terres? Comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont les mettre en location? Est-ce qu'il y a dans le projet une idée de ce qui va être fait de ces terres? Est-ce qu'elles vont être mises en commun, etc. Mais dans ce cas-là, ça va complètement restructurer la gestion foncière. Et donc, il faut prévoir des mécanismes pour mettre en collectif en fait ces terres. Enfin, et ça demande une réorganisation parce que c'est-à-dire que dans le projet, par exemple, une des questions à la base, c'était est-ce que vous voulez de l'eau? Évidemment, ils vont pas dire non. C'est une question qui est assez simpliste, mais en fait, ce qu'il faudrait leur demander, c'est vraiment est-ce qu'ils sont prêts à faire tous ces efforts et à rentrer en fait dans une stratégie dans une stratégie agricole de leurs terres, ce qu'ils ne font pas forcément. Et donc, il y a vraiment beaucoup d'enjeux autour de ce détournement ou en tout cas de ces nouvelles trajectoires qui arrivent dans ces territoires. Mais du coup, c'est en lien aussi avec la dernière question sur Israël parce que à travers ces projets de réutilisation, il y a aussi un gros enjeu géopolitique et politique parce que à la base, les eaux usées, qu'elles soient traitées ou non, elles s'écoulent en fait, comme on peut le voir sur la carte. Si on prend Naplouse, elles s'écoulent directement vers Israël, donc vers l'ouest, naturellement. Et donc en fait, ce qu'a fait Israël, c'est que ils ont construit des stations d'épuration là qu'on voit en triangle rouge tout le long de la ligne verte, qui en fait récupèrent les eaux usées de la Cisjordanie. Donc, pour le moment, qui n'étaient pas traités, ou en tout cas partiellement, et ensuite les réutilisent dans l'agriculture israélienne. Et tout ça aux frais de l'autorité palestinienne. Donc, en fait, l'autorité palestinienne et les bailleurs de fonds ont à un moment décidé de dire, ben voilà, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est garder cette ressource et donc construire des stations d'épuration palestiniennes à l'intérieur de la Cisjordanie qui vont prendre cette ressource, qui vont la retraiter. Et donc, l'objectif, c'est évidemment pas de la laisser s'échapper et s'écouler vers Israël, qui ensuite recontinuerait dans ce cercle vicieux financier de faire payer et de réutiliser ensuite cette ressource, mais plutôt en fait d'avoir des stratégies complètement d'appropriation de cette ressource d'eau traitée pour justement en fait affirmer le pouvoir de l'autorité palestinienne sur ces ressources en eau. Et donc dans le cas de Naplouse-Ouest, on a par exemple le projet de réutilisation qui est financé par les bailleurs de fonds allemands, où en fait l'objectif c'est de maximiser l'évapotranspiration pour justement éviter qu'il y ait tout rejet de cette ressource dans la vallée et qui serait potentiellement récupérée par Israël. Et donc en fait on a des stratégies qui se mettent en place au niveau palestinien qui sont aussi d'une certaine affirmation étatique et en tout cas d'un enjeu d'appropriation de cette ressource-là qu'il faut prendre en compte en fait dans l'analyse de ces projets de réutilisation des eaux usées, comme on vient de le voir à Naplouse, et où il y a cette volonté d'instaurer ces associations pour gérer justement toute cette eau qui arrive sur ce territoire. Merci beaucoup, Jeanne. Juan, sur ces questions de trajectoire et enjeux de pouvoir. Ok, merci Sarah. Je crois au Cochabamba, il y a un conflit permanent entre les communautés urbaines, les opérateurs urbains, et les communautés des gens qui font la gestion dans la montagne, non? Les agriculteurs, les paysans, les gens qui habitent la montagne, les irrigantes. Et c'est un conflit permanent qui ne s'arrête pas maintenant. Et pour exemple, les dernières semaines, il y avait quelques problèmes avec les barrages de Missikuni, non? Quelqu'un sur le Livingstone, sur le chat, demandait comment va Missikuni
Misicouni, non? Comment est-ce que Misicouni travaille maintenant? Et Misicouni, c'est un grand barrage, mais il y a beaucoup de gens, des habitants de la montagne, qui ont demandé d'arrêter les œuvres, d'arrêter les questions, d'arrêter les champs d'accessibilité de l'eau à Cochabamba, non? En train de dire que les Misicouni, finalement, fait les services pour seulement les capitales, non? Pas pour les zones urbaines, les capitales de Cochabamba, la ville de Cochabamba. Et il y a un conflit permanent. Il y avait toujours les conflits entre les gens qui habitent les quartiers, les Olpes, dans les banlieues, la frontière entre les urbains et les ruraux, avec les autres opérateurs, les citoyens. Mais maintenant, il y a d'autres problèmes avec Misicouni, non? Il y a une pression pour avoir quelques œuvres, quelque chose des habitants de la montagne. Et je crois que c'est un truc permanent, qu'il n'y a pas une réponse spécifique, non? Et j'ai fait le lien avec la deuxième question. Et c'est plus compliqué maintenant que normalement avec les nappes qui sont en train de réduire chaque jour, non, pour les changements climatiques, pour toutes les choses, non. Et il n'y a pas exactement, je ne connais pas de nouvelles alliances, nouvelles organisations environ de ça. Sinon, tout va presque normalement, non? Chaque côté, chaque secteur est en train de travailler pour de demander son service, ses ressources. Je ne trouve pas encore un consensus spécifique sur les changements climatiques, sur les problèmes, sur la crise qui vient à partir de l'eau, non? Et vraiment, je regarde une situation, un contexte presque similaire que les dernières 20 années, non? Il n'y a pas, on montre qu'il y a des problèmes, mais l'option c'est Misicouni. Mais Misicouni, c'est pas une option aussi parce qu'il n'y a pas les possibilités techniques de faire un grand réseau, une bonne connexion, et ça, non? Je crois que je peux dire ça, Sarah. Merci, merci beaucoup. Alors, je sais qu'il y a des questions dans le fil qui étaient adressées à Jeanne. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'y répondre. Je propose de poser une deuxième question croisée par rapport à vos deux contextes, et puis on poursuivra sur quelques. Si Jeanne n'a pas eu le temps de répondre par écrit, quelques questions sur le cas palestinien. Le deuxième point qui me semblait important dans la comparaison des deux cas, ou en tout cas dans l'écho que l'un a avec l'autre, ça concerne la question des changements sociaux et des effets environnementaux induits par les changements de territoire de l'eau. Alors, peut-être deux questions pour le cas palestinien, et puis une question après, Juan, pour le cas de Cochabamba. Jeanne, vous avez travaillé sur un terrain qui n'a pas été spécifiquement développé là dans le cadre de cette présentation, celui de la vallée Alfara. Et depuis plusieurs années, les sources traditionnelles disparaissent au profit de la mobilisation des eaux souterraines et de nouvelles formes de gestion individuelle, mais aussi collective de l'eau. Et en même temps, l'agriculture se modifie. Donc, on passe d'une agriculture familiale à une agriculture à plus grande échelle, avec des effets sociaux et environnementaux évidents. Donc, quelles sont ces nouvelles dynamiques collectives? Qu'ont-elles en commun avec celles qui prévalaient autour des sources? Et quels sont les effets sociaux de la disparition de ces communs? Première question. Et puis, une seconde question, on voit apparaître dans la vallée du Jourdain des monocultures de palmiers dattiers. Donc, cette deuxième question, elle porte sur ce point. La manière d'appréhender la gestion de l'eau a des conséquences sur la manière d'appréhender les questions foncières, vous l'avez évoqué, et donc les systèmes socio-agricoles. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ces enjeux et sur les conséquences environnementales importantes? Et puis, question pour Juan sur cette question des effets sociaux et environnementaux.
À Cochabamba, la raréfaction et la pollution croissante de la ressource souterraine et l'arrivée prochaine de l'eau de Missikuni tentent à redéfinir les territoires de l'eau. Comment s'inscrit la question de l'assainissement? Vous l'avez un petit peu évoqué, mais peut-être qu'on peut y revenir. Et plus généralement, la question des impacts environnementaux des services d'eau, à la fois dans le discours et dans les pratiques des acteurs. Est-ce qu'on voit une prise de conscience? Est-ce que les OLPES abordent cette question de l'assainissement et des pollutions? Est-ce qu'on peut espérer que ça fasse levier sur une action qui prenne davantage en compte ces effets-là? Donc peut-être Jeanne. Oui, en fait, donc ce cas-là, il est assez intéressant parce que du coup, on a l'effet inverse un peu une destruction en fait de la gestion collective qu'il y avait historiquement au niveau des sources dans cette vallée. Et quand je parle historiquement, je remonte pas non plus à 50 ans, c'est-à-dire que jusque dans les années 2000, début des années 2000, il y avait encore une gestion collective autour des sources pour l'agriculture dans cette vallée, mais qui a été asséchée en grande partie par les forages des puits. Donc, c'est intéressant parce que ça rejoint aussi des mécanismes que Juan a expliqué un peu. Et donc, en fait, il y a eu une multiplication de forages privés pour l'agriculture, pas forcément réglementés, ou voire légalisés, en fait, a posteriori par l'autorité palestinienne, etc. Mais en fait, ce qui se passe maintenant, donc, déjà, cette modification-là, cette disparition des communs, elle a entraîné une complète restructuration de l'agriculture qui a favorisé l'émergence d'une agriculture d'exportation déjà et d'agrobusiness aussi qui sont venus s'installer en fait dans cette vallée parce qu'ils avaient les moyens de forer ces puits-là et les moyens financiers, mais à la fois aussi les moyens relationnels, c'est-à-dire qu'ils étaient ancrés dans les sphères de pouvoir de l'autorité palestinienne ou en tout cas les sphères de pouvoir même locales qui leur permettaient d'avoir accès à ces ressources-là. Et donc, en fait, ça a été fait au détriment de l'agriculture qui se faisait historiquement dans la vallée, qui était beaucoup plus sur une échelle beaucoup plus petite et pour le marché local principalement. Et en fait, qu'est-ce qui se crée maintenant? C'est que, notamment avec la FAO, et les projets d'association d'usagers de l'eau qui commencent à arriver dans cette vallée-là. L'idée, c'est en fait de reconstruire cette gestion collective. Donc, en fait, on l'a détruite et maintenant, on cherche à la reconstruire, mais totalement différemment parce que ces agriculteurs-là ne peuvent pas de toute façon avoir accès de nouveau à la source qui a été asséchée, sauf si on rebouche les puits, mais ce qui n'est pas politiquement ni socialement envisageable, en fait, pour l'autorité palestinienne. Donc, en fait, on est en train d'imaginer des stratégies pour essayer de recréer une gestion collective. Donc, ça passe par des collectifs qui sont mis en place, qui seraient potentiellement dans le futur des associations d'usagers de l'eau, mais dont, en fait, le but serait simplement de négocier l'accès à l'eau auprès de propriétaires privés des puits dans cette vallée. Donc, en fait, on est sur des dynamiques collectives qui sont pas du tout sur les mêmes bases. C'est-à-dire qu'on est vraiment plus dans de la négociation et qui pour le moment fonctionne très mal. Donc c'est assez on ne sait pas trop où ça va mener, mais en tout cas la FAO n'était pas très enthousiaste, ni les acteurs locaux n'étaient très optimistes sur le développement d'associations d'usagers de l'eau qui auraient véritablement un poids. Et donc il n'y a pas vraiment grand chose en commun, si ce n'est une espèce d'idée ou de volonté de refaire absolument des communs, mais qui en fait ne sont plus possibles à moins de prendre des décisions concrètes qui pourraient réalimenter la source et donc faire revivre en fait l'organisation autour des tours d'eau. Et aussi, vu que l'agriculture a complètement changé, il y a aussi des agriculteurs qui n'ont pas envie de revenir à cette organisation-là parce que pour eux, c'était finalement l'organisation qu'ils ont trouvée, ou en tout cas le fait qu'ils aient pu pour certains forer leurs propres puits, ça les avantage et donc c'est assez ils n'ont pas forcément envie de retrouver cette gestion-là, donc ça pose beaucoup de questions aussi sur est-ce qui veut retrouver ces communs-là et comment on fait. Donc voilà, ça engendre aussi des conflits entre les agriculteurs et donc c'est assez intéressant de voir cette volonté de recréer des communs complètement différemment et en même temps dans un contexte qui a à la fois économiquement mais socialement qui a beaucoup évolué.
Et pour la question sur le Jourdain, en fait, je vous encourage à aller voir plutôt une publication parce que moi, c'était pas vraiment mon terrain, mais effectivement, la culture des palmiers dattiers a énormément d'impact sur l'environnement et sur la tenure foncière et la tenure de l'eau. Et je vous encourage à aller voir une publication de Julie Trottier avec Yakov Garb et avec Nelly Leblond et Yakov Garb sur les palmiers dattiers et qui explique bien en fait les bouleversements à l'œuvre avec la généralisation des palmiers dattiers dans la vallée du Jourdain. Donc, je peux la mettre dans le chat pour la partager. Je pense que ça sera beaucoup plus riche d'aller la lire que de m'entendre écouter, répéter un peu leurs résultats. Merci beaucoup, Jeanne, et merci pour le partage du lien sur ce papier. Juan? Merci, Sarah. Et sur les assainissements, les gens des Alpes disent d'abord de l'eau, après les assainissements. C'est comme ça, non? Il n'y a pas aucune conscience sur l'importance de l'assainissement. Et c'est possible de dire ça parce que, comme tu sais, Sarah, bien que les services d'assainissement c'est plus grand dans les réseaux d'assainissement c'est plus grand dans la zone urbaine, si les 20% des services des réseaux de l'eau fait la couverture des zones métropolitaines, c'est possible de dire, il n'y a pas les dates exactes, que 40-45% des réseaux d'assainissement fait la couverture des zones métropolitaines. Mais encore ça, il n'y a pas en conscience de demander le fonctionnement. Les gens demandent en construction des réseaux d'assainissement dans les quartiers, ou quelquefois ils utilisent l'argent des OLP pour faire la construction de l'assainissement. Cependant, le problème, c'est qu'il n'y a pas une grande connexion. J'ai trouvé beaucoup de quartiers, beaucoup de OLP qui ont les réseaux souterrains, mais qui ne marchent pas. Non? Il n'y a pas seulement il y a les réseaux, mais il y a avec les connexions avec les grands réseaux d'assainissement. Ou il y a quelques quartiers qui ont fait les réseaux d'assainissement et directement vont jeter de l'eau utilisée à la rivière. Non? Il y a beaucoup de choses comme ça. Non? Et alors, il y a une conscience, les gens disent première, d'abord de l'eau et après l'assainissement. Non? Il n'y a pas une conscience claire de la pollution de l'eau. Les gens savent qu'il y a pollution pour beaucoup de choses, mais normalement, ils sont en train de traiter de faire traiter de mettre quelques chimiques, quelques trucs sur les ressources pour améliorer la qualité, mais vraiment, il n'y a pas en conscience pour avoir les services comme de l'eau. Non? Aussi, c'est aussi un truc peut-être, un service peut-être pas durable, parce que beaucoup de quartiers qui ont les services d'assainissement ne payent pas sur l'opérateur public, par exemple. Donc, il y a Collio, il y a beaucoup de réseaux qui ont réussi à avoir les réseaux d'assainissement. Cependant, ne payent pas presque rien pour beaucoup d'années. Quelquefois, j'ai trouvé un quartier qui dit demandé, vous avez les services d'assainissement? Oui, et vous ne payez pas. Pourquoi vous ne payez pas? Parce que c'est notre argent. On a fait ça, on a utilisé ça. OK, vous avez payé les connexions, mais les services, c'est autre chose. Normalement, les gens ne pensent pas, je crois, pour les services, parce que c'est un service qui ne se regarde pas, non? Et c'est ça, Sarah. Merci pour cette réponse. J'avais une petite question, Juan, complémentaire, un peu pour élargir ou pour peut-être sortir du cas de Cochabamba, à propos des comparaisons internationales.
est-ce que dans d'autres contextes, alors je sais que le contexte mexicain, par exemple, a été étudié, est-ce qu'on retrouve ces petits opérateurs en milieu urbain avec des effets, des dynamiques un peu similaires, ou est-ce que les questions se posent autrement, ou est-ce que cette dynamique semble très spécifique à l'agglomération urbaine de Cochabamba? On sait qu'ailleurs en Bolivie, parce qu'à l'AFD, on a accompagné des travaux sur cette question, les OLPES ou les petites coopératives ou les comités existent dans d'autres contextes urbains, mais pas du tout dans l'ampleur de Cochabamba, et d'ailleurs tendent plutôt à disparaître. Si on regarde un peu en dehors de la Bolivie et de Cochabamba, est-ce qu'on retrouve des dynamiques un peu équivalentes? Ok, merci Sarah. Au Mexique, j'ai trouvé, oui, quelque chose de trop similaire. J'ai travaillé sur Cuernavaca, la ville de Mexique, et Chiapas, non, San Cristóbal de las Casas. Il y a un service, un système de petits opérateurs similaires. Cependant, il y a un contrôle de l'État plus grand sur la qualité, sur les façons de gestion, sur beaucoup de questions techniques. Non? Il n'y a pas une grande liberté pour la gestion comme dans le cas de Cochabamba. Non? Et la ville de Mexique, il y a un État grand qui est en train de contrôler les qualités, les services, les connexions, beaucoup de choses. Non? Par rapport à Cochabamba, qu'il y a une institution, la AAPS s'appelle, ou avant les CTRL, cependant, il n'y a pas une connexion, il n'y a pas l'État. Quand j'ai fait l'entrevue à les responsables, à la directeur des services publics de l'eau, j'ai demandé lesquels il y a des liens entre vous et les petits opérateurs. Et normalement, les gens de l'opérateur public disaient pour nous, c'est meilleur de ne avoir des relations. Non? Parce qu'ils sont les compétences, non? Les petits opérateurs. Alors, dans ces scénarios, dans ces cas, en Cochabamba, il y a plus de liberté de faire la gestion, les choses qui ont beaucoup de bonnes choses. Mais c'est pour ça qu'on dit que peut-être il y a une tragédie, non? Parce que les libertés pour faire beaucoup de choses sans aucun contrôle de l'État montrent une situation plus compliquée chaque jour. Au Mexique, il n'y a pas quelque similaire en termes de gestion, principalement avec les communautés indigènes, San Cristóbal de las Casas, c'est clair, mais l'État c'est plus actif en train de voir comment et pourquoi les questions techniques et beaucoup de choses. Non? Mais en termes de gestion, c'est similaire, il y a plus de contrôle au Mexique. Merci pour ces éléments. Bon, je vois qu'on approche dans quelques minutes de la fin du webinaire. Il y a eu des questions qui ont été posées dans le fil de discussion auxquelles vous avez l'un et l'autre répondu ou commencé à répondre. Peut-être que vous souhaiteriez, Jeanne puis Juan, compléter à l'oral les réponses. Si vous souhaitez prendre un petit moment maintenant pour rebondir sur ces questions. Je veux bien le faire, oui, pour une question. Oui. Ça sera plus facile, enfin plus rapide à l'oral que d'expliquer tout par écrit. Une question de Dubravka qui a été posée sur l'établissement de l'association d'usagers de l'eau, qui l'initie, qui sont ses membres, s'il y a une grande diversité, etc. Donc tout ça en fait c'est régi par la réglementation de 2018. L'initiative est à la base pour les agriculteurs, mais il faut que ça soit validé et c'est un processus très long de validation par le ministère de l'Agriculture et l'autorité palestinienne. Les membres ce sont des agriculteurs qui sont à la fois volontaires mais qui sont dans un certain périmètre géographique, c'est-à-dire qu'on peut pas aller partout. Qui a aussi une capacité financière parce qu'il y a une obligation de cotisation qui est assez élevée, en tout cas pour le moment, qui est assez élevée et qui empêche certains agriculteurs de vouloir y aller et puis de vouloir se lancer dedans. Alors la diversité des membres, pour le moment c'est assez difficile d'y répondre parce qu'il y en a qu'une qui a été créée et en fait elle se base sur
sur un petit collectif ou en tout cas des agriculteurs d'un même village qui se connaissaient déjà et qui avaient déjà une volonté de faire l'agriculture irriguée. Mais c'est plutôt des petits agriculteurs parce qu'on est dans une région où il y a très peu de grands agriculteurs. Et même si c'est des grands agriculteurs, on est sur des surfaces qui restent très petites, à la limite 1 hectare, mais pas vraiment plus, en tout cas pour la région de Naplouse-Ouest dans ce périmètre-là. Et pour les relations au sein de l'association, pour le moment, on n'en sait pas trop. Tout ce qu'on peut imaginer et ce qui est en train de se dessiner, en tout cas à Naplouse-Ouest, c'est que il y a énormément de rivalité parce que l'association est censée regrouper plusieurs agriculteurs de différents villages. Et en fait, ils sont pas du tout d'accord sur qui doit diriger et prendre la tête de cette association, ni sur comment elle doit être organisée. Donc, c'est assez compliqué. Et les relations avec les associations informelles, c'est pareil, c'est que pour le moment, celles-ci, elles sont complètement ignorées. Et donc, forcément, ça crée aussi des rivalités parce que ils aimeraient bien être pris en compte dans l'établissement de ces nouvelles associations institutionnelles. Et donc, c'est des questions qui vont se poser en fait de plus en plus au fur et à mesure de si, en tout cas, on arrive à avoir de plus en plus d'associations d'usagers de l'eau en Palestine. Mais c'est justement des questions et des réflexions qui vont être intéressantes à suivre au fur et à mesure que ça se crée, en tout cas, et de voir comment les agriculteurs vont réagir, de voir tous les mécanismes qui vont se mettre en place à ce niveau-là. Et puis, une dernière chose sur le foncier, là, une question, c'était sur la gouvernance foncière. Il faut une instance qui gère la répartition au niveau du foncier. Et en fait, c'est justement, tout le problème, c'est que l'État n'est pas en mesure, en tout cas, de gérer ces choses-là. Et donc, pour le moment, ce qui a été prévu, par exemple, à Naplouse-Ouest, mais qui n'a pas été encore mis en œuvre, c'est de recréer totalement une espèce de réorganisation foncière où, en fait, des propriétaires donneraient leurs droits sur leur terre s'ils ne sont pas intéressés à être dans le projet, etc. Donc, en fait, c'est en train d'être tout repensé, mais c'est une grosse question qui est justement très compliquée à gérer quand on veut faire des projets de réutilisation à cette échelle et qui nécessitent des périmètres, des surfaces en tout cas beaucoup plus grandes que ce qui existe déjà. Et donc, c'est quelque chose qui est assez important, mais que l'autorité palestinienne, pour le moment, n'a pas vraiment… c'est difficile pour elle de gérer parce que ça, c'est un autre sujet, mais comme je l'explique aussi dans la thèse, c'est qu'il y a de gros problèmes de légitimité de l'autorité palestinienne sur ses propres territoires et sa propre population. Donc, c'est des questions qui devront être en tout cas résolues si ça se poursuit dans cette optique-là. Merci beaucoup, Jade. Donc, une affaire à suivre et des nouvelles recherches à imaginer nombreuses autour de ces enjeux. Juan, est-ce qu'il y avait des questions ou des compléments par rapport à ce qui était posé dans le fil de discussion? Oui, il y a une deuxième question de Mélodie Boissiel. Elle demande, malgré son manque de moyens, ce service départemental de gestion par bassin a-t-il pour mission de mieux gérer les sollicitations d'aquifères en créant des espaces de concertation très différents usagers? Oui, je crois que c'est la deuxième part de l'ancienne question. Vraiment, maintenant, je ne sais pas, le passé dimanche, on vient d'avoir une élection municipale, départementale, on va changer tout. Non? Les prochaines semaines, ce sera le changement. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas une politique de concertation entre différents usagers. Et comme j'ai dit, il y a je ne sais pas si c'est bien dire comme ça, mais il y a une peur de quelques acteurs de l'État pour travailler avec les OLP, non? On doit avoir conscience de que les OLP ont fait les guerres de l'eau, non? Et je me rappelle quand j'ai travaillé, j'étais une fois pour les gouvernements départementaux et j'ai parlé avec les directrices des services départementaux environnementaux, non? Et j'ai demandé pourquoi ne travaille pas avec les OLP pour que nous la racontent, pour que nous contrôlent les niveaux d'exploitation, etc. Et la chef m'a dit, parce qu'ils font les guerres de l'eau. C'est comme ça. Il n'y a pas d'intérêt politique, il n'y a pas
ils ne vont pas de toucher les problèmes, non? Et alors, jusqu'à peut-être le prochain gouvernement va faire quelques différentes choses avec les services de vaccins, non? C'est ça, je crois que ça. Merci, Sarah. Merci, merci beaucoup, Juan. On arrive à la fin de notre webinaire. Donc, je vous remercie tous les participants pour vos nombreuses questions très intéressantes. Et je remercie aussi bien évidemment nos deux intervenants. On vous souhaite une bonne poursuite de vos travaux et à très bientôt pour de nouveaux échanges. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Bonjour.